kandi twanabateguje ko ururimi ruza guhinduka. Yego neza cyane. Alors, je suis très heureux d'être de retour sur les ondes de la Kazoza FM. Très heureux de retrouver mes collègues Marvin Lee, Uriel, toute l'équipe technique et d'être ici avec un invité de marque, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Vous le savez, du 14 au 18, le monde célèbre les initiatives entrepreneuriales et l'esprit entrepreneurial. Et le magazine Djimbélé a le plaisir d'accueillir le professeur Val Massamba, Val Lulendo Massamba, qui nous vient de l'université de Kinshasa, la plus grande université de la RDC. Val est économiste et il est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi est-ce que nous l'avons invité pour cette semaine? C'est parce que l'année passée, pendant tout un mois, grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, j'ai été faire un reportage sur le travail de Val. Alors, je reviens sur un fait extrêmement important. Val encadre des entrepreneurs en RDC depuis 15 ans. J'ai rencontré des jeunes qui avaient, à l'époque, en 2010, il y avait 18 ans, 19 ans. Maintenant, ils ont 30 ans, 31 ans, 32 ans. Et maintenant, ils gèrent des projets avec des budgets de 150 000 $ de la part de la Banque mondiale. Et ce sont des projets dans le manioc, dans la transformation des produits fruitiers, dans la production du miel et tout ça. Et ce reportage m'avait fort touché et donc je l'ai proposé à la rédaction du magazine Djimbélé. On en a fait tout un numéro, je pense que vous le voyez. Et je vais inviter aussi les lecteurs à découvrir cette édition sur les pages du magazine Djimbélé. Et nous avons titré cette édition « Incubation des jeunes entrepreneurs, l'expérience congolaise ». Peut-être avant de continuer, donner le micro au professeur Val pour une petite présentation. Merci beaucoup, chers amis. Très heureux d'être reçu par votre radio. Et ici, au Burundi, il y a un très bel accueil. Je me sens chez moi. Merci. Donc, moi, je suis Val Massamba, j'ai 46 ans, professeur d'université, Université de Kinshasa, Université Congo, chercheur associé à l'Université de Bordeaux, où on travaille au sein de l'équipe entrepreneuriat de l'Institut de recherche en gestion des organisations, notamment sur la problématique liée au business model que l'on doit inculquer aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets. Je suis professeur depuis 2013. J'ai créé cet incubateur avec d'autres associés en 2007, le 7 décembre exactement. Il y avait 0 $ en poche. Mais on a réussi à mobiliser 30 000 € seulement à l'époque pour démarrer cette activité qui paraissait être complexe à comprendre, mais les gens nous ont fait confiance grâce à ce que nous étions. Et voilà, et la vie des jours, c'est une belle expérience. C'est l'une de mes plus grandes réussites dans ma carrière professionnelle. Oui. Et c'était pas gagné d'avance, puisque normalement les professeurs ils sont censés donner de la théorie, ils sont pas censés aller mettre les mains dans le cambouis et commencer à tester ce qui marche pas au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pas vrai ça. Hein? Non, parce que les gens confondent les types de recherches que sont menées les professeurs. Il y a la recherche fondamentale, véritablement, qui est basée sur les fondamentaux, les théories. Il y a aussi des recherches appliquées, ou des recherches actions. Moi, je suis dans la logique de recherche appliquée, donc ingénierique. On a conçu, ça a commencé par des études énormes qui ont été menées. Et puis nous avons conçu cet instrument-là, on l'a adapté aux pays en développement, dont la RDC et votre pays. Également, on a produit des pédagogies et chaque fois, il y a des va-et-vient entre le terrain et la recherche. C'est comme ça qu'on ne faisait pas la pub avant, mais on produisait des résultats. 15 ans après, vous êtes à mesure de faire de la publicité. Juste un rappel. Hein. Non, mais la première fois que je rencontre le professeur Val, il était
il était en sneakers, il était quelque part derrière un mur d'une banque. Un professeur en sneakers. Un professeur de Okay. exactement. Je me dis, mais professeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est moi le professeur, c'est vrai. Je m'attendais à voir un monsieur avec garde du corps, costume et tout ça, mais il était très très simple et je pense que c'est ça qui fait la force de son travail. Alors je rappelle un peu les résultats cette année. Vous le disiez hier lors de la visite avec le coordinateur du PAEJ à Gitega. IF Entrepreneuriat aujourd'hui c'est 1448 entreprises incubées. 1486. 86. Ça a beaucoup évolué ça depuis que vous avez vous êtes immiscé dans notre travail. C'est 1486 entreprises créées, 16 000 emplois. Oui. Près de la moitié d'un milliard de chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises. Par ces entreprises-là. De dollars, hein, je parle de dollars. Uriel, une question? À 46 ans, avec une si grande expérience, quel est le secret? Le secret, c'est d'abord le travail. Vous savez, si vous associez le travail à l'amour, vous voyez Dieu. En réalité, c'est d'abord le travail. Qui implique beaucoup de rigueur et savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour résoudre un problème qui se pose dans la société. Ça, c'est le point de départ. Lorsque je m'aimerais apporter une solution, est-ce que cette solution vient pour résoudre un problème de la société? Et c'est ce que nous avons fait. Les problèmes, il y en a beaucoup dans la société, mais nous, notre problème, c'était de dire pourquoi nous sommes aussi dépendants économiquement. Tout à fait. C'était la grande question. Pourquoi autant de chômeurs dans notre pays? Pourquoi on ne doit pas répondre aux importations? Le Congo consomme plus de 84% de produits qui circulent sur plus de 4% de sa consommation est importée. Et ça pose un problème. Et donc, il fallait résoudre ces problèmes-là. Et donc, on s'est mis à accompagner des personnes qui le désiraient, à créer des entreprises, que ces personnes soient des jeunes, des femmes, des seniors qui partent à la retraite pour leur reconversion, ou en même temps des PME qui existent pour les aider à se développer. Il y avait un vide énorme là-dessus, sur ce terrain-là, comme nous sommes arrivés. Les multinationales qui travaillaient dans le secteur de l'accompagnement avaient beaucoup plus pour cible les grandes entreprises ou alors les entreprises publiques ou les institutions de l'État. On rappelle un tout petit peu à quoi est-ce que ça ressemble la société congolaise pour qu'on se dise c'est important qu'il y ait un esprit entrepreneurial au niveau des jeunes. Vous l'expliquiez bien hier au niveau de l'urgence de la débrouillardise. Oui, la société congolaise était avant tout une très grande société à l'époque de Zaïre. Ça, c'est connu de tout le monde. Presque beaucoup d'Africains ont étudié au Congo, au Zaïre. Il y a beaucoup de Burundais aussi qui ont étudié au Zaïre. Oui, donc ça c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. On avait beaucoup d'entreprises, mais l'enfantement douloureux de la démocratie en 1990 avec la perestroïka avait tout bouleversé avec les pillages de 91 et 93 qui ont totalement décimé tout le tissu économique de la RDC, qui a totalement appauvri les entrepreneurs congolais qui étaient là, qui étaient forgés par la force des régimes en place. Et donc le capital étranger ethnique indien ou libanais a pris place dans le secteur de commerce. Et après, on commence à se convertir vers des secteurs à valeur ajoutée. Et donc, on s'est effacé carrément. Et puis, il y a eu toutes ces guerres que vous voyez par-ci par-là. Depuis 1996, avec le pays voisin, la rébellion et ainsi de suite. Mais à partir de 2001, la société congolaise renaissait du point de vue économique. On avait renoué avec la croissance économique de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et de plus en plus, le pays, fort de constater que les Congolais s'étaient lancés dans la débrouillardise la plus développée, parce que comme tout le monde se débrouille, il y a cette prolifération des activités économiques informelles, très intéressante à observer. Et là, on pouvait y puiser des personnes qui présentent ou qui développent des prédispositions entrepreneuriales, parce qu'il ne faut pas confondre
l'activité entrepreneuriale à l'activité de débrouillardise. Tout à C'est fait. pas la même chose. De ce côté-là, ce sont des activités de mitigation familiale pour résoudre les problèmes de survie familiale les plus urgents. Mais de l'autre côté, dans l'activité entrepreneuriale, on est véritablement dans quelque chose de construit qui apporte une certaine dynamique économique. Et donc là, le pays en a profité pour essayer d'assainir l'espace entrepreneurial avec des réformes intéressantes, notamment de fonds de garantie, la création de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat en RDC. Aujourd'hui, le Congo est doté d'un cadre légal, donc il y a une ordonnance-loi sur l'entrepreneuriat, et d'ailleurs sous l'accompagnement de la Hollande. Voilà. Et puis, le pays a mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès de partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, notamment la Banque mondiale, la BAD, et ensuite pour donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat local. Tout à fait. 15 ans d'expérience, quels sont les secteurs qui marchent mieux par rapport aux autres secteurs? En tout cas, dans l'accompagnement que nous dispensons, tous les secteurs que nous avons accompagnés marchent bien. On a le secteur de l'agro-industrie ou l'agro-transformation qui occupe plus de 70% des entreprises que nous accompagnons. Et ça marche bien. C'est bien de venir au Congo, de voir comment le produit des entreprises que nous avons accompagnées sont maintenant dans la grande surface, donc le supermarché un peu partout. Certains exportent déjà. Il nous faut résoudre les problèmes d'accès à la certification internationale. C'est le grand challenge, mais les produits respectent les normes déjà à la base. Et j'ai été témoin à Matadi justement des formations que vous dispensiez justement aux producteurs congolais en termes de certification, de compréhension des normes internationales, de certification avec votre collègue Marie Yanjou de l'université de Kinshasa. Est-ce qu'il y a au moins 1, 2, 3 jeunes que vous avez encadrés maintenant qui exportent à l'étranger? Oui, les produits, il n'y a pas que 2, 3, 4. Combien? Il y en a approximativement? Non, il y a plus de 30% de nos PME exportent déjà à l'étranger. Seulement le problème, le Congo-Brazzaville, mais beaucoup plus vers l'Europe. On exporte beaucoup plus vers l'Europe. C'est comme ça que lorsqu'on parle de marché commun africain, c'est important pour encourager beaucoup les échanges commerciaux sud-sud, parce qu'on a tendance toujours à aller vers l'Europe, parce que simplement les marchés européens semblent beaucoup plus solvables que les marchés africains. Il nous faut aussi travailler cette valeur au niveau de la consommation locale. Donc tous les secteurs sont beau fixes, la construction, la menuiserie, donc l'industrie légère ou les services à valeur ajoutée, le numérique et ainsi de suite. Dans tout ce que vous faites, quelle est la place de la femme? Parce que vous savez maintenant dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie, c'est les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les femmes. Et puis je pense que ce soit au niveau du magazine Djimbélé ou de la Casoza FM, on est très très attentif sur la dimension femme. Est-ce qu'au Congo les femmes entreprennent ou si elles n'entreprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Je commence d'abord par saluer la bravoure des femmes. Oui. Vous savez, en 2014, j'avais même composé avec mes collègues Magali Boya et Bob Bilala une chanson en faveur des femmes qui était contre les violences sexuelle, mais en contexte conjugal. Le professeur Val est chanteur. J'ai composé, je n'ai pas chanté. Finalement, qu'est-ce que vous ne faites pas? Je vais vous le partager, peut-être que vous... Mais c'est une très belle chanson en français. Ce sera un plaisir de la jouer à la radio. En contexte conjugal. On met un accent sur les femmes parce que les enfants suivent mieux le conseil que leur produit leur maman que leur papa. Parce que les mamans sont tout le temps à côté de... Une certaine proximité émotionnelle. Il y a une certaine proximité et une certaine complicité aussi. Et on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc nous, dans IF Entrepreneuriat, nous comptons 41% des femmes accompagnées. Donc, par rapport à l'effectif total
des personnes accompagnées, il y a 41% de femmes. Et c'est ce modèle-là qui est presque suivi maintenant en RDC. On commence à mettre le cap sur ce taux-là de 40% d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Mais après, il y a un challenge énorme lorsqu'on accompagne les femmes. Tout à fait. Un challenge énorme. C'est les exigences de ménage. D'abord, nous parlions justement de ça hier. En RDC, il y avait d'abord, avant tout, parmi les freins à l'émergence de l'entrepreneuriat féminin, il y avait d'abord, avant tout, le mari. Les maris qui n'étaient pas toujours d'accord que la femme puisse exercer le métier d'entrepreneur, mais le pays a résolu ce problème en revoyant le code civil, en levant simplement l'autorisation maritale pour que la femme exerce. Donc désormais, toute femme congolaise peut exercer une activité donnée sans pour autant qu'elle obtienne une autorisation préalable du mari. Même ici, on privilégie avant tout les dialogues à l'intérieur de la famille. Tout à fait. Et, deuxièmement, on a remarqué que la maman de la femme n'est pas non plus tout d'accord que la femme exerce. Parce qu'elle est aussi les tributaire d'une certaine manière. D'une certaine manière, et la croyance... La culture patriarcale, je dis, mais pour dire que, ma fille, si elle commence à fréquenter les hommes... c'est l'infidélité qui va prendre place au sein du mariage. On peut la traiter d'une dévergondée, ainsi de suite. En fait, c'est une image assez négative. Et troisièmement, c'est l'ami de la femme. Je dis l'ami parce que c'est une femme d'accord, qui empêcherait beaucoup plus les femmes à exercer du fait de la jalousie, du fait de beaucoup de choses. Donc l'entrepreneur féminin se heurte à ce type de problème, et ça c'est du point de vue de regard de la communauté, mais de l'autre côté il y a les femmes elles-mêmes qui développent moins d'ambition possible. Tout à fait. Les femmes sont dans les statu quo en fait. Donc lorsque vous accompagnez les femmes, il ne faut pas les accompagner à la même vitesse que vous accompagnez les hommes, parce que le succès entrepreneurial de la femme ne repose pas sur la croissance constatée de sa richesse, mais ça se repose sur ce que cet argent a permis de faire pour faire étudier les enfants, faire voyager les enfants, construire, trouver un toit, habiller les enfants, compléter le budget familial. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on accompagne des femmes. Elles émergent, c'est vrai, mais elles émergent à leur rythme et moins vite que les hommes. Que les hommes, tout à fait. Peut-être revenir sur les grandes leçons que vous avez 15 ans après. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels seraient les points positifs que vous diriez si vous voulez vraiment accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut peser sur ça, ça et ça et ça. Et il faut peut-être adresser ces défis. Voilà. Ça dépend du contexte et c'est un peu compliqué. L'avantage avec les jeunes, c'est que les jeunes sont en plus d'ambition, en plus d'idées. Et ils sont facilement malléables ou difficiles à cerner. Difficile à cerner. Difficile à cerner parce que les gens peuvent se réveiller et dire je change d'idée. Je change de rêve. Non, mais moi je pense. Et puis les jeunes, si vous n'êtes pas fort en tant qu'accompagnateur, vous pouvez rester à la traîne parce qu'ils vous bousculent. Tout à fait. Véritablement. Positivement comme négativement, et donc ils vous bousculent. Ça, c'est ce qui est bien au niveau des jeunes. Maintenant, le reste dépend du contexte. Dans mon contexte, autant je trouve des très belles idées au niveau des jeunes, des idées innovantes, les challenges d'aller plus loin, autant aussi on remarque en eux un petit sens d'irresponsabilité par rapport au respect des engagements. Et ça, je l'ai constaté également ici, à Burundi, parce que je suis déjà venu ici en 2016. Tout à fait. Notamment dans le cadre de l'accompagnement de la Maison de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat avec Adisco. Et puis voilà, on a vu ça au niveau des jeunes de Ngozi et aussi de Gitega, où on voyait véritablement qu'à un certain moment, la tendance à croire aux dons
quand une activité voilà, économique pour laquelle il faut rendre compte était plus élevée. Et ça conduisait les jeunes au non-respect des engagements. Ça, c'est parce que pendant longtemps, on a été émaillé par les services proposés par les ONG et que ça a un peu réduit ici la perception positive de l'activité économique. Ok. Et en parlant de contexte, n'y aurait-il pas un contexte qui ne permette pas aux jeunes de bien rêver, de mieux rêver, de rêver grand? Il faut créer ce contexte. Comment? Le contexte pour amener les jeunes à bien rêver, il faut le créer. D'abord, il faut créer des champions, des modèles. Par exemple, si je suis à Abuja, on peut dire ici à Abuja qui sont les jeunes qui déjà se démarquent des autres. Récupérer ces jeunes, les aider en renforçant davantage leurs capacités, aussi bien techniques que financières, les suivre véritablement pour qu'elles émergent davantage et ces personnes deviennent des exemples pour les autres jeunes. Ça, c'est un contexte important. Et là, il faut véritablement que l'ensemble de la société accompagne ces champions vers l'émergence. C'est ça qui fait défaut. Généralement, quand on accompagne les jeunes, tout le monde crie qu'il faut aider les jeunes à entreprendre, mais il y a très peu qui viennent véritablement pour soutenir ces jeunes. Et soutenir, ce n'est pas forcément en termes de ressources financières, humaines, techniques, mais en termes de promotion, à parler de l'exemple de ce jeune-là, regardez. Et puis moi, ça me rappelle quand on grandissait, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive à presque tout le monde. Les parents avaient tendance à dire, j'aimerais que tu deviennes comme l'enfant de ce voisin-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on les considérait comme un modèle. Et toi, maintenant, tu te dis, en grandissant, papa veut que je devienne comme ce monsieur, mais moi, je vais dépasser ce monsieur-là. Ça induit un certain élan de challenge positif, de concurrence et d'émulation personnelle. Donc, ça, il faut créer les conditions, il faut révolutionner l'écosystème entrepreneurial et l'adapter véritablement au quotidien, qui est d'importer des modèles qui ont fait leurs preuves ailleurs, mais qui ne s'appliquent pas véritablement dans nos contextes. Tout à fait. Il y a une idée assez géniale que j'ai relevé dans votre travail, c'est la création des espaces d'incubation et d'accompagnement de pépinières pour les petites et moyennes industries. Et j'ai vu justement ce quartier-là en Bazangougou. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, ça c'est un autre espace d'émulation des jeunes qui passe par la mutualisation d'efforts, notamment la mutualisation de production en partageant les équipements de production, la mutualisation commerciale d'achat et vente, d'approvisionnement en matières premières, les plus critiques, et de distribution de produits. Et donc là, c'est un espace que nous avons bâti, construit, avec d'ailleurs le concours de la Fondation Baudouin, avec des prêts bancaires au niveau national qu'international. Un espace de bâtiment pour accueillir une soixantaine de PMI, des petites et moyennes industries, dans lequel sont logées les usines de jeunes, des entreprises mutualisées. Et donc là, on résout à la fois le problème d'accès à l'équipement de production de haut rendement, parce qu'il coûte extrêmement cher, parce que c'est mutualisé. On résout le problème d'accès à l'eau. On résout le problème d'accès à l'électricité, parce qu'il faut 24 heures sur 24. On résout le problème d'accès au financement, parce que le banquier devient l'ami de l'entrepreneur. On résout le problème de entre guillemets, dans notre contexte de tracasserie fiscale, parce que l'agent fiscal devient, ou l'administrateur fiscal devient l'ami de l'entrepreneur, et tout est réseauté, il y a tout un écosystème qui est derrière, qui justement fait émerger les activités des jeunes. Là, c'est encore important aussi, parce que ça permet de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de tout le monde d'ailleurs. Et c'est aussi un cadre important pour inciter les autres jeunes à mieux entreprendre. Et puis ça offre, l'espace offre une grande visibilité aux entrepreneurs qui sont là. Ça leur permet justement de mettre en commun les capacités de production et donc d'augmenter leur offre en termes de régularité et de volume.
C'est clair. C'est clair, une visibilité autant pour les entrepreneurs qu'une visibilité autant pour le pays. Tout à fait. Parce que généralement, là, dans ce cas qu'on dit, où se trouvent les efforts qui sont fournis pour la promotion de l'entrepreneuriat, eh bien, on sait directement dire, regardez, ici, vous avez une trentaine, une quarantaine de PME mutualisées voilà, qui évoluent et qui constituent une vraie pépinière de la bourgeoisie nationale que l'on crée. C'est aussi un espace de développement de culture entrepreneuriale, et c'est important. Donc la personne qui sort de là, eh bien, va véhiculer sa culture entrepreneuriale nouvellement acquise. Nous, tous les jeunes qui étaient là sont devenus totalement autonomes. Ils ont quitté la pépinière, mais certains louent des terrains, certains ont acheté, la plupart d'ailleurs ont acheté des terrains, construit leurs propres usines. Et c'est bien de voir ça. Avant, quand on avait encore 3 ans, on se disait est-ce qu'on va réussir, mais nous, en tant que chercheurs, on sait que la rentabilité des structures d'accompagnement, notamment des types d'incubateurs comme ça se lie après 10 ans. Et là, on commence véritablement de sentir le succès des efforts consentis à l'époque. Et il y a même toute une cité que nous avons pu développer grâce à ce centre de PME. J'étais à 2 km d'électrification. Et il y a toute une cité de plus de, aujourd'hui, 1000 maisons construites là. Et ça, c'est l'impact visible de l'accompagnement. Donc, créer des centres de PME peut véritablement développer tout un milieu. C'est l'une des recommandations qui avait été formulée au début de l'année, entre une rencontre entre le président de la République et les jeunes entrepreneurs. J'en profite pour rappeler que ici, dans le partenariat entre le magazine Jimbélé et le public, nous produisons nous travaillons sur ce concept NOCO, qui est un concept de promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural, grâce à l'accompagnement, le soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi et d'une agence partenaire, l'agence Kadzecom. Et cette initiative nous a permis, nous met au contact de plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs à travers les provinces du Burundi. Et je pense que ces entrepreneurs ont peut-être, ou à coup sûr, le profil des entrepreneurs que vous avez choisi, que vous choisissez, que vous avez choisi depuis 15 ans. Ma question, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un jeune qui a le potentiel de devenir un bon entrepreneur? On le voit où? Comment? On ne le voit pas. Dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir. Généralement, ça trompe ça. Généralement, ça trompe. Même quand on organise des jurys de sélection de jeunes, parfois on se fait duper. En fait. Vous pouvez croire que la personne qui est devant vous, qui s'exprime bien, qui a un des bon chiffres bien pitch, calés, un pitch excellent, ainsi de suite, on peut croire que c'est lui, véritablement notre champion, mais il savait que pendant les processus d'accompagnement, il ne l'était pas. Les plus timides, véritablement, ou qui avaient des chiffres pas bien au clair, c'est celui-là qui devient le champion. Mais tout dépend de la rigueur que met le jeune. Si le jeune suit le processus d'accompagnement avec rigueur, peu importe ce qu'il est, il change. Parce que chez nous, dans notre accompagnement, on a mis sur pied une pédagogie d'accompagnement basée sur le modèle TCCJRP qui combine la théorie de la connaissance créative, la théorie des conventions via le JRP, qui justement agit sur le comportement du jeune pour qu'il devienne un vrai entrepreneur. Et ça génère au moins 4 types de connaissances. Il y a des connaissances transférées et utilisées. Ça part du coach vers le porteur de projet et le porteur ou l'entrepreneur l'utilise. Il y a des connaissances changées. Le jeune avait une certaine façon de faire. Maintenant, il s'adapte. Il le change assez rapidement. Il y a des connaissances de remise en question. Et là, c'est par rapport aux jeunes qui étaient les plus rigides possible et qui finalement, grâce à l'action de l'accompagnement, eh bien, il y a un déclic. C'est là où il y a beaucoup d'innovation. Qui d'ailleurs, lorsque un jeune réussit à faire un recul aussi
aussi radical et ça apporte beaucoup d'innovation dans ce qu'il est en train de faire. Après, il y a des connaissances produites. Du fait de l'accompagnement, le jeune lui-même maintenant prend conscience de ce qu'il fait et commence à innover, à produire de nouvelles manières de faire et puis on avance. Donc nous, si vous voulez, on s'en fout un peu du caractère des jeunes, on s'en fout un peu du départ. Le jury que nous faisons pour sélectionner, on le fait juste pour avoir certains repères. Mais on n'est pas rassuré dès le départ que c'est cette personne-là qui vaut la peine et c'est le processus d'accompagnement qui nous le détermine. Et ça, c'est sous réserve de jeunes qui entreprennent déjà, qui ont une activité donnée. Là, on essaie seulement de voir l'aspect de la structuration et puis l'amener vers un challenge plus élevé. Monsieur Valma, je vais vous poser une question. Ma question est qui peut accompagner un jeune entrepreneur? Est-ce que c'est n'importe qui peut accompagner un jeune entrepreneur ou c'est pour les uns? Il faut bien situer la question de l'accompagnement. Parce que si on parle de coach, si on parle de mentor, si on parle de tuteur, si on parle de formateur, donc si on parle de conseillers. Tout ça, c'est des formes d'accompagnement. Voilà, l'accompagnement inclut tout ça. Les gens ont tendance à croire que l'accompagnement, c'est le coaching. Ou l'accompagnement, c'est seulement le mentoring. Non, c'est une combinaison d'outils, véritablement. Un coach, c'est généralement un généraliste. Un coach, ça peut être un entrepreneur aussi. En ce moment-là, il est coach-mentor. Donc, un coach, c'est généralement un généraliste, mais qui est doté d'outils pour accompagner un jeune. Tu manques d'outils pour accompagner une personne et vous exercez le métier de coach, ça ne va pas aboutir, ça c'est clair. Donc, il faut des outils conceptuels, des outils professionnels qu'il faut mettre en œuvre pour essayer d'assurer la formation, le service de coaching. Un mentor, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur, qui accompagne une autre personne qui veut devenir entrepreneur. Dans le même secteur. Ça peut être dans le même secteur, ce qui est d'ailleurs mieux conseillé, tout comme ça peut être dans des secteurs différents. Parce qu'on est entrepreneur, demain on est entrepreneur. Donc le risque, beaucoup de choses, les expériences en fait. Et celui qui a l'expérience dans les affaires, qui accompagne une autre personne à entrer dans les affaires. Ça c'est un mentor. Il y a des gens maintenant qui peuvent être coach, mentor, il y a des formateurs, des gens qui viennent pour vous dispenser des formations de type classique et même pratiques véritablement, mais qui sont tout de suite relayés par le coach mentor. Il y a les conseillers, c'est celui qui vous demande votre clé pour ouvrir votre propre porte et puis vous laisse, il part et vous, en ouvrant la porte, vous vous rendez compte que c'est toujours fermé. Vous n'arrivez plus à ouvrir. Mais le coach et le mentor, ce n'est pas le cas. Le coach et le mentor s'assure que vous pouvez rouvrir vous-même votre porte après. Vous voyez un peu la différence. Là, on cherche à faire révéler à l'individu que l'on accompagne ses talents cachés. Tout à fait. Avant que vous ne continuiez, je voudrais rappeler à nos aimables auditeurs qu'ils peuvent appeler pour poser une ou deux questions au professeur Val au 72 23 23 23 ou au 62 24 24 24. Vous pouvez appeler au 72 23 23 ou au 62 24 24. Donc, prof, vous parliez maintenant des types d'accompagnement. Et pour les femmes, on les accompagne comment? Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique? Non. Oui, ce sont les mêmes outils, mais avec les femmes, il faut tenir compte de ce qu'elles sont, véritablement par rapport au fait que la femme est mariée ou pas. C'est important. Lorsque la femme est mariée, il faut qu'on implique obligatoirement l'homme. Si elle est maman ou pas. Oui, parce que les études qu'on a menées, c'était en 2017 avec la Wallonie-Bruxelles internationale. C'était des focus group qu'on a organisés entre le mari de femmes entrepreneurs. Nous étions étonnés de voir que le mari déclarait qu'il mettait en place des mécanismes pour faire tomber en faillite leur femme. Ah oui, dans ça je vous dis, c'était clair. Pourquoi? Parce que le mari veut se prémunir d'une certaine concurrence en termes d'apport. Non, parce que premièrement, il y a la jalousie.
c'est présent dans le couple. Mais deuxièmement, c'est l'arrogance de la femme qui devient de plus en plus riche. Tout à fait. C'est ça le gros problème. Elle sent que puisqu'elle a maintenant un certain pouvoir économique, maintenant il peut dicter des choses. Voilà, dicter des choses, elle ne suit pas certaines... Voilà, des choses convenues, et ça, ça inquiète le mari, et la peur du mari de perdre sa femme va émerger, et donc créer des mécanismes pour empêcher la femme à évoluer. Et puis les tâches ménagères ne sont presque plus assumées. C'est l'enfant de moins de 12 ans qui doit servir à table papa, et tout ça, le mari ne sent plus véritablement la présence de sa femme. Je ne sais pas si c'est partageable dans toutes les sociétés, mais au moins c'est ce qu'on a remarqué. Il y a aussi une différence pour accompagner les mamans, les mompreneurs, les femmes entrepreneurs qui ont des enfants et sans mari. Il constitue 45% de femmes que nous accompagnons. Parce que là, il faut faire impliquer tout de suite les proches qui sont là. Ça peut être la maman, la sœur, qu'il faut convaincre aussi, la sœur et bien d'autres personnes tout autour d'elle. Et c'est pas facile parce que la femme peut rentrer tard, s'occuper des enfants, donc rate à un certain moment une partie de l'éducation de ses enfants parce que c'est délégué dans ce cas-là. Et donc ça également, c'est quelque chose que l'on tient compte dans ce que nous faisons. Après, il faut, quand on accompagne des femmes, il faut aussi sensibiliser toutes les personnes de l'écosystème qui sont autour d'elles. Voilà. Et puis, il y a des modules spécifiques aux femmes par rapport au leadership féminin pour essayer de faire émerger beaucoup plus d'ambition. Tout à fait. Je rappelle que tout ce travail-là, vous l'avez appliqué notamment dans le cadre des activités de IF Entrepreneuriat au Congo-Brazzaville. Oui. À Mindouli. Oui, à Mindouli et à Sibiti, dans la région de l'Ekumu, où on travaillait en faveur de l'entrepreneuriat féminin, mais autour de plateformes agro-industrielles. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Parce que de notre expérience, on a vu aussi, on a perdu beaucoup de femmes pendant l'accompagnement, pendant le processus de mise au point de leur projet, de la concrétisation du projet d'entreprise. Vous aviez un nombre plus élevé de femmes qui entrent, plus de 60% de femmes qui entrent que les hommes dans l'incubation de l'entreprise. Parce qu'elles se disent, il faut qu'on se lance dans cette histoire, ça peut porter... Mais à la sortie... Avec le mariage, les femmes abandonnent le processus de création d'entreprise. Et donc, on a tout de suite compris qu'il faut faire attention, il fallait intégrer ces enfants. Lorsqu'une femme se marie et croit que c'est l'homme qui doit être le pourvoyeur de ressources familiales, du coup, ça réduit en même temps l'élan entrepreneurial des femmes. Donc, il faut intégrer cet aspect, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus notre politique au plus haut niveau, de l'État, pour voir dans quelle mesure il faut inciter beaucoup plus de femmes, peut-être retarder le mariage. Non. Si le mariage, ce sera le retardement de la grossesse, etc. Et puis on sera, voilà. C'est pour rire. Voilà. Donc, il faut effectivement une autre façon d'accompagner les femmes avec des formations spécifiques telles que celle-là que je viens d'évoquer sur le leadership féminin que l'on organise et que l'on dispense auprès des femmes. Ok. Dans 5 minutes, on aura terminé avec cette émission spéciale d'accueil de l'expérience du professeur Val. Je rappelle que cet après-midi, au stade Inouad, il est prévu une rencontre justement entre la génération qui était encadrée au niveau du programme NOKU et la nouvelle génération. On va passer le relais entre la génération 2022 et la génération 2023. Les champions. Et ce sera l'événement Kangoni avec les partenaires de l'ambassade des Pays-Bas au niveau de la promotion de l'activité entrepreneuriale au Burundi. Et le professeur Val sera là. Et demain, à 14h, à l'Université du Burundi, il y aura la première projection du documentaire que nous avons tourné justement sur l'expérience d'IF.
avec la présence du corps professoral et des étudiants. Je rappelle par ailleurs justement que vous enseignez. Comment est-ce que maintenant parce que l'un des grands défis, je vois que vous commencez à sourire, l'un des grands défis de tout ce qui est discours sur l'entrepreneuriat, notamment, et cela s'est révélé au Burundi, avec justement une étude commanditée par la coopération néerlandaise sur l'écosystème entrepreneurial au Burundi. Le grand défi qui est posé, c'est le système éducatif. On dit que le système éducatif ne nous prépare pas à devenir entrepreneur. Et donc, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, vous êtes à la tête d'IF Entrepreneuriat. Comment est-ce que maintenant, vous, dans vos cours, vous dispensez des notions liées à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous ajoutez? Mes cours sont des cours en sciences de gestion et donc mes cours sont basés totalement sur ce que je fais sur le terrain. C'est-à-dire que s'il y a des théories qui existent au niveau du monde des savants que nous sommes, bien sûr, ces théories-là, je les applique dans mon activité professionnelle d'incubateur et ce sont ces cas-là que je dispense auprès de mes étudiants. Et c'est comme ça que si vous venez chez nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la plupart des personnes qui travaillent avec moi, j'ai aujourd'hui au minimum 65 employés directs et 122 employés au total. La plupart, ce sont mes anciens étudiants que je prends plus tôt. Et il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent des entrepreneurs par l'action que nous sommes en train de mener. Donc, c'est comme ça que l'on fait. Là, cet incubateur a commencé en adossement de recherche avec l'Université Congo centrale. Aujourd'hui, on va également le faire adosser à la recherche avec l'Université de Kinshasa, où je suis aussi. Et puis voilà, on va évoluer comme ça. On veut qu'il y ait beaucoup plus de jobs étudiants créés par les étudiants eux-mêmes. Et aujourd'hui, il y a une très grande réforme au niveau de la RDC, de l'enseignement supérieur université. On a basculé au système LMD, mais avec beaucoup d'innovation. C'est la même chose que vous dit. À la base de cette innovation, c'est que dans chaque faculté, obligatoirement, est inclus de cours et des pratiques entrepreneuriales. Cours et pratiques. Cours et pratiques entrepreneuriaux. On a milité pendant longtemps pour ça. Chaque faculté, chaque promotion est claire. Et nous, personnellement, nous avons mis sur pied pour ce cours d'entrepreneuriat que je vais enseigner dans tous les cursus de la première licence à la dernière année de master. On a mis sur pied un cours d'entrepreneuriat qui soit à la fois théorique et pratique. Et les jeunes, chaque année, sortent avec un produit entrepreneurial. Et donc, à la fin, le jeune va sortir avec son diplôme universitaire, mais aussi avec une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Super, excellent. Je pense qu'on a une idée de ce que fait IF Entrepreneuriat. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'actualité de IF Entrepreneuriat sur le site web de l'organisation, if-entrepreneuriat.org. Je pense que nous sommes extrêmement reconnaissants de votre temps, d'être ici pour discuter et partager avec nous l'expérience que vous avez avec IF Entrepreneuriat. 15 ans d'expérience et 15 ans de succès. Maintenant, vous êtes avec de grandes entreprises dans l'accompagnement des jeunes, avec des cabinets comme Deloitte, à gérer des fonds de 300 millions de dollars. KPMG, Mazars, tout ça. Alors qu'il y a 15 ans, vous étiez une petite association dans le monde universitaire. On ne croyait même pas. On était comme ça. Avec un petit budget. Voilà. La prochaine fois que vous revenez dans Casos AFM, on aura une télévision. Ah oui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui nous manque? Exactement. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont prêté l'oreille. Je rappelle qu'il est dans une minute, on aura cédé le studio à l'animateur et à l'animation de la radio. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis une excellente journée à tous les patrons, tous les boss à travers le pays. Merci à vous. Merci.